Démon du crime. La torture pour la torture ne m'intéressait pas. Il était plus important pour moi à cette époque de me sentir fière de ce que je faisais. Les putes étaient les agents du mal et, en tant que bon jeune homme catholique, je n'avais pas de problème pour délimiter ce que l'on pourrait appeler les zones grises. Il y avait le bien et il y avait le mal. Une ligne bien définie les séparait l'un de l'autre. Les putes incarnaient le mal. Les putes devaient être tuées. Une fois cette décision prise, la seule question restant posée devint celle de la meilleure méthode à employer. Pour y répondre, je procédai à de nombreuses expérimentations. La pute devait être sélectionnée, transportée et tuée, puis disparaître. La meilleure façon de tuer était la pendaison. C'était pratique, efficace, silencieux et propre, sauf pour les excréments. La méthode alternative consistait généralement dans l'utilisation d'un sac en plastique. Le sac était attaché sur la tête de la pute et elle mourait par asphyxie. Cette méthode était pratique, silencieuse et efficace, mais elle était plus lente que la pendaison et beaucoup plus sale. J'en arrivais au point où je poussais les femmes hors de la voiture une fois le plastique attaché. C'était moins déplaisant de cette manière. Il y avait de nombreuses variantes dans le meurtre. Je m'exprime par généralité pour que vous puissiez comprendre que cela correspondait à un plan et qu'il y avait un objectif. Ça n'a jamais été l'affaire d'un fou, obsédé sexuel, enlevant des filles dans la rue à chaque pleine lune. Pour revenir à ces histoires de torture, mon expérience est que les putes vivent les différents épisodes de leur vie en termes de sexualité. Prenez un instant pour considérer avec quelle rapidité se commet un meurtre. Une pute en bord de route est d'accord pour sucer une queue. Elle n'a rien contre d'être emmenée dans un endroit isolé. Je sors mon pistolet et lui passe les menottes. Puis je fais le tour de la voiture pour lui ouvrir la portière. Là, elle dit « Que faites-vous » ou bien « Je ne fais pas des trucs bizarres ». Je l'emmène près du coffre, je l'ouvre, je prends le nœud coulant, le lui passe autour de la tête, lance l'autre bout par-dessus une branche, l'attache au crochet de la remorque. Je retourne dans la voiture, je démarre, je passe la première et la pute se retrouve en l'air. Nous parlons de 3 minutes en moyenne, 5 tout au plus, entre les menottes et la pendaison. La victime ne réalise pas ce qui se passe jusqu'à ce qu'elle se balance au bout de la corde. C'est aussi rapide que ça. Beaucoup de meurtres étaient parfaitement impersonnels. La victime s'était révélée être une pute et il m'incombait, selon ma conception, de la tuer. Le meurtre était généralement fait rapidement, sans violence sexuelle, viol et autres sévices. Je savais comment fixer le nœud pour qu'elle sombre presque instantanément dans l'inconscience. J'avais lu les récits des bourreaux du XVIIIe siècle et je savais exactement où il fallait presser pour priver le cerveau d'oxygène. Certains meurtres étaient presque paisibles. La pute frissonnait, se convulsait, donnait quelques coups de pied et devenait immobile. Comme vous pouvez vous en douter, ce genre de meurtre était assez ennuyeux. Il n'y avait pas de piège, pas de ruse, pas de plaisir. Le vrai plaisir résidait dans la traque. La mise à mort était satisfaisante, mais le nettoyage représentait du boulot. Il y a une dépression post-mise à mort qu'il faut surmonter. L'impulsion initiale est de jeter le cadavre dans une fosse, un canal, un trou creusé rapidement, et de s'en débarrasser immédiatement. Le tueur moyen ne peut pas affronter la dure réalité de l'acte meurtrier. Il n'a aucune idée de ce qu'il poursuit, pas d'engagement à long terme vis-à-vis de ce qu'il fait. Un maniaque sexuel tue pour le sexe, mais une fois son désir satisfait, il balance le cadavre et fuit le lieu du crime, et lui-même en même temps. Quand il repense à l'événement, il éprouve un sentiment de culpabilité plutôt que de triomphe. Vint le moment où je décidai de rendre le jeu plus intéressant. Je le fis grâce au concept selon lequel il était préférable que la pute comprenne qu'elle allait être pendue et accepte ma décision de la détruire, elle et ce qu'elle représentait. J'avais le sentiment que, si elle comprenait que le but était bon, notre expérience serait enrichie par cette intimité partagée. J'avais lu un certain nombre de récits où les bourreaux faisaient état de relations sexuelles avec les femelles condamnées. Les femmes, adoucies par ces intimités, finissaient par accepter d'aller à l'échafaud. Je me demandais comment il était possible de baiser la pute avant de la pendre, la pute sachant qu'elle mourrait après la conclusion du sexe. C'était un concept remarquable et certainement pas unique au monde. Je décidai d'essayer. Laissez-moi vous raconter une expérience très spéciale. Les putes étaient pour la plupart des jeunes femmes tristes, stupides, sans morale, qui, confrontées à la finalité de leurs actes, craquaient totalement. Elles écoutaient pendant quelques minutes puis commençaient leur glissade,
ponctué par des pleurs, de la morve et un pantalon plein de pisse. Plus j'étais gentil, plus j'essayais de leur faire comprendre, et plus elles se dissolvaient en gros sanglots bruyants. Mais il y avait des exceptions. La meilleure d'entre elles était une jeune cowgirl d'Omaha, merveilleusement belle, oiseau migrateur posé à Miami pour s'essayer au commerce du sexe. Je lui fus présentée par un ami qui avait suggéré que nous allions lui rendre visite pour nous faire sucer. Nous arrivâmes chez elle. Mon ami alla avec elle et se fit faire une pipe. Lorsque ce fut mon tour, je refusai. À la place, je pris rendez-vous pour une nuit entière de sexe. Elle était d'accord, enthousiaste même. Nous avons convenu d'un rencard. J'étais absolument sous le charme de cette pute sexy. Elle était pleine de vie et d'intelligence, avec une silhouette sensuelle. J'étais enchantée. Je voulais que notre rendez-vous soit particulier. Je sortis lui acheter une corde toute neuve. Je savais qu'elle serait exquise au bout de cette corde, que je mis le plus grand soin à choisir. Peu avant la date convenue, je l'appelai pour confirmer notre soirée. Je lui expliquai ce qu'il fallait qu'elle porte. Je voulais la voir en rose et noir. Elle avait de longs cheveux blonds frisés qui seraient ravissants avec une robe du soir noire, des talons hauts noirs et des bas à jartelles, soutien-gorge et culotte rose, des dessous affriolants. Elle m'assura qu'elle se mettrait sur son 31 pour moi. Je n'avais jamais été autant attirée par une pute. J'étais furieux. Elle m'avait séduit et je n'avais pas pu résister à sa sensualité. Il fallait qu'elle souffre. Oui, qu'elle souffre. Je me suis rendue au drugstore Davy et j'ai acheté une très bonne cravache. J'allais la fouetter avant de la pendre. Elle allait payer pour sa séduction. Les jours suivants, je l'ai passé à nettoyer un sous-bois. J'élaguai un carré de la superficie d'une grande pièce et un petit chemin qui y conduisait. J'assemblais les poutres de l'échafaud, les clouant entre deux arbres. Sur un autre arbre, j'élaguai les branches basses, j'enfonçai un piton et j'accrochai une poulie. L'arbre était prêt pour la séance de fouet. Je creusai sa tombe, profonde, jusqu'à la couche d'argile. Je tirai 45 litres d'eau dans le canal, remplissant 2 gros tonneaux. J'observai attentivement le décor, puis je retournai en ville acheter une échelle. C'était exactement ce dont j'avais besoin. J'arrangeai la corde à nœud coulant sur la poutre de la potence. J'apportai 2 lanternes et du gaz, des serviettes, des couteaux, des seaux, des accessoires. Tout était en place pour la pute. J'allais la chercher chez elle à Dale County. Elle était fabuleuse. Je lui payai des côtelettes au restaurant de la Forge. Elle mangea un solide dernier repas. Je me demandais si elle serait capable de tout garder. Parfois, les putes dégueulaient. C'était difficile à prévoir et toujours sale. Nous avons pris la N27 vers le nord dans la nuit. Je lui ai dit combien elle était belle, combien j'étais impatient de ce qui allait se produire. Elle bâilla, rôta, s'appuya contre la portière de la voiture et sembla somnoler. Elle s'ennuyait. Elle avait déjà entendu plus d'une fois la même rengaine, une ravissante pute qui s'ennuyait. Je savais que j'allais bientôt recueillir toute son attention. Elle allait me voir avec d'autres yeux. Elle allait épier chaque nuance de mes paroles. Je l'observais qui allumait une cigarette et regardait la nuit. Sa dernière nuit. Bientôt, la voiture était garée au bout d'une route au bord d'un marais. La fille eut l'air étonnée. J'arrêtai le moteur, sortis un petit pistolet et le braquai sur son visage. Elle retint son souffle. Je lui passai les menottes. Elle était à moi, tout à moi, pour toujours. Cela avait pris moins d'1 minute. Ses premières pensées avaient été pour le sexe. Une scène de bondage, avait-elle pensé. Elle me dit qu'elle ne faisait pas de spécialité. J'étais d'accord. Je l'attirai à moi pour un baiser. Elle se dégagea. Elle ne voulait pas m'embrasser. Elle exigea que je lui enlève les menottes. Exigea. Je dis simplement que non. Elle me dévisagea. Une si jolie colère, toute pleine de roast-beef et de glace et d'alcool. J'avais besoin d'adoucir son regard dur. Alors je dis, les mouches aiment la chatte, mais elles préfèrent un trou à merde bien sale. Tu le sais, ça? Elle se contenta de me fixer, cligna des yeux. La dureté fut remplacée par la lassitude. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» demanda-t-elle prudemment. Je lui expliquai. Elle dit « S'il te plaît, ramène-moi à la maison. » Le premier « s'il te plaît » de la soirée. Elle apprenait les bonnes manières. Je me demandais si elle allait dire « s'il te plaît, tue-moi » avant que le soleil ne mette l'est de l'horizon en feu. Je secouai la tête, sortis mon pénis et lui donnai l'ordre de le sucer. Puis j'ouvris un rasoir à main et lui dis que si je sentais ses dents sur ma queue, je lui trancherais la gorge. Vite, avec précision.
Elle opina du chef sans quitter la lame des yeux. « S'il te plaît, ne me coupe pas, je ferai ce que tu voudras. » Je lui dis de faire comme si ma queue était une paille et de me vider les couilles. Elle se glissa vers moi, posa son visage sur mes genoux et commença à lécher ma verge. Elle la fit se dresser et la mit dans sa bouche. Je pressai la lame sur son cou en la retenant avec la main gauche. La droite partit en exploration sous sa jupe, pressant les lèvres couvertes par la culotte. La pute avançait et reculait la tête en professionnel, sa langue lavant mon manche. Je glissai un doigt sous l'élastique de sa culotte. La fente était sèche. J'enfonçai un doigt dans son vagin. Elle ne prononçant pas un mot, mais me suça avec encore plus de ferveur. Mon doigt dériva vers son anus et se poussa à l'intérieur. Elle contracta son sphincter. Tout au fond d'elle, je sentis de la merde molle. Je mis mon pouce dans son vagin. Je pouvais sentir l'étroite paroi qui séparait les deux cavités. De la bave chaude me coulait sur les couilles. Je pouvais entendre le bruit de ses lèvres, de salive chaude. Je jouais avec son anus, avec son vagin. Le temps passa. Elle se leva en s'excusant. Une couronne de salive blanche entourait sa bouche, comme un maquillage de clown. Je lui ordonnai de se remettre au travail. Elle protesta qu'elle en avait assez, qu'elle avait fait ce que je voulais. Il y avait une certaine tension dans sa voix. Je sortis mon doigt de son cul et mon pouce de sa chatte, et je le frottai à ses narines. Elle se recula, les yeux grands ouverts et furieux. Puis elle me vit mettre mon doigt dans ma bouche. Je commençai à le lécher. Elle regarda, fascinée, le menton mouillé de salive, les coins de la bouche luisants. « Les mouches adorent, vraiment !» lui dis-je. Elle fit un bruit sourd en déglutissant. Je léchai une nouvelle fois mon doigt et lui demandai si elle avait envie de vomir. « Reconduisez-moi à la maison, dit-elle en regardant au loin, consciente qu'il n'y aurait pas de retour à la maison pour elle. Jamais. « Donne-moi un petit baiser, j'ordonnai. Elle se tourna vers moi en secouant furieusement la tête, les yeux baissés, presque humbles. Je remis mon pantalon et sortis de la voiture. J'allais lui ouvrir la portière. Je l'attrapai par les cheveux et la tirai hors de la voiture. Je la jetai dans les herbes et pointai sur elle le faisceau de la torche. Elle s'assit, la jupe roulée autour de la taille, sa jarretelle noire contre sa douce peau blanche, entre le haut de ses bas et de son slip. Ses yeux étaient ceux d'une biche piégée dans la lumière, tout grand, humide, étonné, plein d'incertitude. Je la remis sur pied, tournai le rayon de la lumière vers les 3 sentiers qui menaient à la clairière. Je m'approchai d'elle par derrière, l'enlaçai et la tirai à moi. Je léchai son cou, une oreille, la ligne de sa mâchoire. J'appuyai ma queue dure contre ses fesses. « Je vais te l'enfiler dans ta chatte, dans ton cul. Je vais bien te baiser. » Je la sentis tendue. Elle avança d'un pas. Je reculai d'un pas. Elle se retourna et balança vers mes couilles un coup de pied qui manqua sa cible et la fit trébucher. En riant, je sortis le couteau. Elle hurla. Je la poussai, la fis tomber, lui fis rouler la tête dans les feuilles et j'appuyai la lame contre sa joue. « Ferme-la !» grognai-je. Elle se tut. Sous moi, elle soufflait et hoquetait comme un moteur. Je pouvais l'entendre haleter. Je la sentais respirer avec difficulté sous mon propre corps. Ses efforts la rendaient humide de sueur. Les moustiques bourdonnaient autour de nous. Les grenouilles chantaient dans le marais proche. Je sentis son parfum, la terre humide, la végétation qui pourrissait autour de nous. Un avion gémit très haut. La pute gémit en bas. Elle sanglota, comprenant instinctivement le prix de son échec. « Je vous en prie, je vous en prie, je vous en prie » murmura-t-elle. Je lui plaquai la pointe de mon couteau dans la cornée et lui dis que je lui crèverais l'œil si elle hurlait, si elle donnait des coups de pied ou se conduisait mal. En murmurant, je lui demandai si elle comprenait. Elle sanglota, hocha faiblement la tête. Ma main remonta le long de sa jambe, serra ses fesses. Elle était immobile, ne répondait pas. Je me relevai, la remis sur pied en la tirant par les cheveux. Il était tôt. Elle demanda à se moucher. Je la laissai souffler un peu de morve dans mon mouchoir. Elle voulut une cigarette. Je lui en allumai une, la mis dans sa bouche. Elle tira dessus avidement. Je l'observais. Elle m'observait. La veillée de la mort. Je la laissai cracher son mégot dans le cendrier. Elle s'appuya contre la portière. De grands croissants de sueur tachaient sa robe de soie noire. Son parfum se mélangeait à la puanteur acide de ses aisselles. Des feuilles et des graines ornaient son chemisier. Ses genoux pointaient sous ses bas nylons. Elle mordit sa lèvre inférieure, ferma les yeux,
déposa devant moi sa plus grande peur, comme une offrande. « Je ne veux pas mourir, murmura-t-elle. Une affirmation aussi pleine de vérité que la lune, les étoiles, l'abîme éternel, le moustique qui se régalait sur sa joue. « Tu verras le lever du soleil, je lui promis. « Pourquoi moi demanda-t-elle à la nuit. « Oh mon Dieu, aidez-moi, dit-elle dans une prière, sa voix se coinçant dans sa gorge. Elle leva les yeux et dit « Qu'est-ce que tu veux de moi ?» Je m'ouvris à elle, la laissant toucher la vérité nue dans mes yeux. Elle y vit sa propre mort, le caractère éphémère de notre passage sur terre, les démons du meurtre qui dansaient. Elle baissa la tête et se mit à pleurer, des sanglots désespérés qui me laissèrent indifférent. J'avais déjà vu cela, je connaissais la façon d'être des putes, des larmes qui tombaient en cascade, les joues dégoulinantes, signe avant-coureur de la morve visqueuse qui laisserait son visage et sa poitrine souillés, le dernier coup de poker. Sans ménagement, je lui saisis le nez avec ma main gauche et j'enfonçai une grande serviette hygiénique dans sa gorge. Je l'attachai avec un banillon. Ses yeux étaient grands ouverts et ses paupières battaient. Sa gorge se contractait furieusement. Elle éternua soudain. Des lanières de mucus giclèrent, s'accrochant à ses joues, souillant sa robe. Elle se tordait de peur. Ses paroles réduites au silence, ses pièges verbaux étouffés, tous ses plans en miettes. Il y avait une odeur de sueur. Ses flancs étaient trempés. Ses boucles devenaient raides et grasses. Il y avait des brindilles et des feuilles dans ses cheveux. Je l'attirai à moi et lui essuyai le nez, le menton, la bouche. Je goûtai ses larmes, embrassai ses yeux. Je lui promis de chérir son souvenir toute ma vie, que nous ne serions plus qu'un en chair et en esprit. La pute se remit à pleurer, avec une sincérité rafraîchissante. Je sais par expérience que les femmes ont une prédisposition naturelle à mentir. Les putes mentent. Ce sont des créatures de l'instant, de l'illusion calculée. Une serviette périodique achetée dans le commerce suffit à arrêter le flot incontinent de mensonges de la bouche d'une pute, aussi bien que les déchets sanglants de son utérus. Les grandes vérités se communiquent tacitement, d'un regard, d'un geste, d'un sourire. J'avais promis l'aube à ma pute, puis j'ai détruit ses faux espoirs. Pendue par les chevilles, elle avait l'air comique et vulnérable. Sa tête était dans un fût vide de 60 litres, ses épaules écrasées contre la bordure du métal. Elle était tellement silencieuse que je la crus évanouie. La nuit s'était retirée, et une lumière grise emplissait la petite clairière. Le soleil allait bientôt se lever. J'allai vers elle et braquai ma torche sur son visage. Ses yeux humides, vivants, clignèrent dans la lumière crue. Un essaim de moustiques s'envola du tonneau pour se poser sur ses vêtements. Des insectes volants de la nuit s'étaient bien nourris. L'équipe de jour allait faire encore mieux.